créer l'émotion ou le choc esthétique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, le surréalisme ne sait pas, à aucun moment, n'a éprouvé le besoin de s'appeler postmoderne. Donc, c'est pas tout à fait. Duchamp appartient, lui, on peut le placer parmi le postmoderne si l'on veut, puisqu'on l'a fait, bien que lui-même se soit placé historiquement dans la modernité. Dans le surréalisme, oui. Donc, c'est pas non plus en tant que postmoderne. Je ne comprends pas pourquoi on a introduit cette idée de postmoderne qui c'est une catégorie qui tient dans la continuité, si l'on veut, mais qui n'est pas non plus présente. Le point commun avec Baudelaire, peut-être. Dans ce mouvement. Le point commun avec Baudelaire pour la postmodernité au Med, je crois que c'est aussi à l'occasion de l'exposition universelle ce que disait. Je disais, le surréalisme, si l'on le voit dans ses attendus, ses définitions, ses intentions, correspond tout à fait à ce que on vient de définir un petit peu comme étant postmoderne. Mais ils n'ont pas utilisé ce nom. Et le postmoderne ne s'est jamais classé lui-même à l'intérieur du surréalisme, puisqu'il a englobé des choses tout à fait différentes, si j'ai bien compris. Le moderne a drainé tout un tas d'idées qui ne sont pas particulièrement surréalistes, y compris chez Lyotard. Oui, mais si vous suivez la pensée de Lyotard, si vous voulez l'appliquer aux catégories conceptuelles de l'histoire de l'art, alors là, je peux vous dire que, par exemple, le surréalisme, c'est déjà le moment moderne du dadaïsme. Vous voyez ? C'est-à-dire que le dadaïsme, c'est un geste qui ne s'inscrit pas dans un matériau, c'est un geste qui échappe, c'est un geste de vie, c'est un cri, le futurisme par exemple, et après vient le surréalisme. Le surréalisme, c'est déjà cristallisé, c'est déjà un moment culturel. Postmodernité, c'est pas la même chose que post-réalisme, ou que réalisme, ou surréalisme, à mon avis, ou expressionnisme. Postmodernité, c'est une catégorie esthétique, culturelle, du capitalisme, pour utiliser une expression. Le café Procope à Zurich, le café Voltaire, c'est 1907. Et donc, tous ces gestes-là, tous ces ismes, sont des idéologies représentatives qui essayent exactement de régler le système. Mais une chose, c'est le système, et autre chose, qu'on veut dire, c'est le thème. C'est quelque chose qui échappe au système, c'est quelque chose qui est flou. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des images posthumes qui font du surréalisme au post-surréalisme, au dadaïsme, qui apparaissent aujourd'hui. Et eh bien, quand nous rentrons dans les années 80, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comme si les postmodernes avaient réinventé toute l'histoire de l'art. Et là, à ce niveau-là, je suis complètement contre. Alors qu'ils vont abolir les méta-récits, soit le marxisme, soit les... Oui, pour dire quoi? Pour mettre des petits récits, comme aujourd'hui nous vivons. Nous vivons une époque de petits récits. De petits récits financiers, de petits récits sans pensée, de petits récits complètement idéologiques, bien sûr. Mais il y a des méta-récits aujourd'hui. Il y a toute une les gens pensent qu'il n'y a pas de méta-récits, mais il y a des méta-récits. Des méta-récits, c'est-à-dire des grands narratifs sur l'histoire, avec enfants. Par exemple, Marx, il faisait partie d'une certaine méta-narrative, mais à mon avis, c'était une bonne méta-narrative. Hitler aussi, il avait une méta-narrative, mais le méta-récit d'Hitler, bon, alors là, je me refuse de parler d'une méta-narrative, parce que c'est une narrative qui levait à la termination. Non. Il est méta-narrative de Marx, c'est une narrative pour la libération, d'une certaine façon. C'était une narrative qui allait essayer de voir où est l'homme, où est l'histoire, où est le progrès, etc., etc. Bien sûr qu'il y a des contradictions dialectiques dans l'histoire, mais il y a quand même un rapport, comme disait Adorno, entre l'histoire, entre ce que fait Marx et ce que fait un dadaïste. Et disons que ce que fait un dadaïste est plus proche de Marx que plus proche d'Hitler. On peut le dire comme ça. Et alors dans ce cas-là, le siècle pourra être de deuxième, dans le bon sens, d'une narrative, je ne sais pas si elle est grande ou petite, mais quand même c'est une narrative valable, c'est une narrative qui peut aider l'homme à penser, et c'est une narrative qui transporte une promesse, donc en futur antérieur. Mais Marx
le spectre de Marx. C'est en futur antérieur aussi. Dans les postmodernes, là, vous comprenez Lyotard et Derrida, c'est ça? Comment? Dans les postmodernes, vous comprenez les théories du postmoderne, vous comprenez Lyotard et Derrida, c'est ça? Je n'ai pas ici un brillant pour répondre, mais non, je ne veux pas mettre les questions sur ce point, de cette façon-là. Mais bien sûr qu'il y a, dans la French Theory, je ne sais pas si la French Theory, la théorie française, quand elle arrive aux États-Unis, c'est une théorie simplificatrice. Donc Derrida, c'est-à-dire n'importe quoi, Deleuze, c'est la folie, Michel Foucault, c'est l'homosexualité appliquée à n'importe quoi, c'est-à-dire c'est relativisé, c'est, je ne sais pas, c'est comme transformer un tableau de Picasso dans un calendrier. C'est ça le French Theory dans le mauvais sens. Et je suis contre ça. Le terme lui-même vient de Lyotard, c'est bien ça? Comment? Le terme lui-même de postmoderne, ça vient de Lyotard. Mais pas Lyotard. Alors Tolby a parlé de ça, il y a des antécédents, mais Lyotard dans ses œuvres. Il est artistique, esthétique. Il se l'appropriait d'un dessin philosophique pour développer une pragmatique et un anti-marxisme en réalité. Donc une non-modernité, dans la mesure où le marxisme appartient à la modernité. Par contre, il ne s'est pas intéressé à l'art postmoderne de son temps, c'est-à-dire l'architecture de Riccardo Bofill, enfin à ma connaissance, ou des tableaux de la peinture avant-garde italienne. Il s'est intéressé à des modernes, à des conceptuels. Il s'est intéressé aux fondateurs de l'art conceptuel américain, d'ailleurs, Kossuth. Donc là encore, moi je pointerais plutôt l'écart entre l'appropriation conceptuelle, en l'occurrence chez Lyotard, une terminologie esthétique, c'est fréquent, hein, et ce sont des intérêts relatifs pour l'aspect. Donc il l'a transformé, mais il l'a transformé. Il est très approché au moment quand il a essayé de décoller, il pas de décoller comme l'on fait par exemple Deleuze, qui est un rapport de n'être pas dans le moderne toujours. Deleuze peut employer les mots. Et à mon avis, sa grandeur, c'est ça, c'est sa capacité d'éloignement, de distancement par rapport. Parce qu'il y a une critique de la notion de transgression chez Deleuze, quand même, il me semble. Enfin, je sais pas, j'essaie de situer juste. Comme ça, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Transgression. Pour revenir à Baudelaire aussi, je crois que, à propos de l'exposition universelle, des gens comme Baudrillard et Agamben, je crois qu'Agamben commente l'interprétation de Baudrillard, et donc en fin de compte, la marchandise peut être considérée comme le chef-d'œuvre absolu. L'œuvre d'art absolue, plutôt. L'œuvre d'art absolue, ce serait la telle qu'elle est apparue, brutalement, c'est vrai, avec sa perfection technique et son non-sens. Oui, c'est ça ce qu'il disait philosophe. Marchand avec argent. Marchand avec argent. Donc, donc le postmoderne serait peut-être là, dans le fait qu'il y ait eu un coup de force de l'industrie par rapport aux arts manufacturés antérieurs, faits main et artistes, une perfection qui aurait aussi séduit Duchamp. On n'oublie pas son commentaire, enfin ce qu'on lui prête, hein, savoir la perfection d'une hélice d'avion. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Un découragement par rapport à une perfection technique qui bizarrement n'est pas non plus d'un intérêt artistique majeur, dans le c'est un artisanat absolu. On sait bien que c'était aussi la définition de l'art académique aux pompiers, une perfection technique et un idéal. Il n'y a pas de création de forme entre les deux. Parce que les impressionnistes et les cubistes ont reproché à l'Académie, c'est justement la perfection technique qui pourtant émerveillait Duchamp, qui soignait ses objets. D'où d'ailleurs comment dirais-je, la présentation de Duchamp par Jean Clair du côté d'un certain art académique antérieur à la modernité, là encore, pour situer les choses d'une façon plus troublée peut-être, puisque la restauration de l'objet est citée, hein, la citation d'objet, pour dire du performatif d'objet, bizarrement, hein, qui institue donc la réalité artistique d'un objet choisi, alors que la création de forme semble oubliée, dans la mesure où il n'y a pas de registre formel inventé. Le cubisme est une invention formelle. Le surréaliste n'est pas une invention formelle, c'est une invention d'image. Chirico invente des images, mais il n'invente pas de forme comme Matisse, Giacometti et Picasso. Enfin, c'est des divisions que les surréalistes ont mis en évidence, hein, pour eux-mêmes. Mais on a appelé tout ça modernité. C'est toute la question des appellations non contrôlées au XXe siècle. Peut-être pas tout aux mêmes logiques. C'est-à-dire que je serais assez porté à penser les choses selon différentes formes. Si on utilise le mot dans un sens d'ailleurs qui n'est pas forcément celui utilisé par Derrida, mais enfin en lui-même le mot de déconstruction, selon des logiques différentes, mais qui ne se recouvrent pas toutes.
Par exemple, il y a Duchamp dont on parle, qui a une logique de déconstruction de l'art, c'est certain, absolument certain. Mais tu parles du chef-d'œuvre inconnu, qui est également l'indication d'une logique. Je prends simplement le texte de Balzac, mais enfin c'était incontestablement l'indication d'une certaine logique de déconstruction ou de disparition même d'ailleurs du tableau. Buren, c'est une logique qui est aussi assez différente. On l'a vu, Buren, apparaître là dans les projections que tu as faites. Où le situer. Lyotard le fait apparaître dans un livre un peu énigmatique. Je l'ai eu ce livre, mais je l'ai plus présent à l'esprit exactement, qui s'appelle Que peindre. C'est ça, oui. Il fait apparaître Buren. Le titre, oui, René, vous m'avez dit, le titre de ce livre est déjà Que pendre. Oui. Alors, que dire sur la peinture? Oui. Parce qu'il a Adami d'un côté. Oui, c'est ça. Adami, alors c'est une tranche de peinture. Oui. C'est tout un programme. C'est quelqu'un qui... Il y a des contenus, hein. Oui, mais ça veut dire rien en même temps. Parce qu'on peut toujours... ah oui, mais la peinture, elle est faite à partir des systèmes figuratifs, des systèmes figurals, des forces, comme disait Deleuze, non, comme Bacon. Ça ne relève pas de la forme, ça relève de la force. On fait chaud, non, on fait chaud de formes qui sont toujours en illusion. Oui, la sensation, la question de la chair, non, du corps, de la chair, de l'incarnation dans le sens primitif, non, dans le sens... Et alors là, bien sûr que si on prend des exemples, et l'exemple c'est déjà une logique que j'aime pas beaucoup parce que les exemples sont toujours des définitions très idéologisées, sont des définitions qui se prêtent à aider à quelqu'un à se défendre de notre jugement, etc. Donc des exemples, je préfère les contre-exemples, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exemplaires. Et à ce niveau, je reviens à Duchamp. Duchamp prémet exactement en pharmacon, de porter la pharmacie au musée, le musée à la pharmacie. Faites cette scène, non, que c'est pas l'expérience du lieu, que c'est un thème, c'est une question à mon entier, on peut composer le conte de plus sur l'expérience du lieu. Alors il va au Louvre. Alors là, je préfère Duchamp. Il n'est pas allé au Louvre. Il est allé à un endroit très lumpanaire, oui, à New York, en lieu obscur, pour mettre son grimoire. Alors là, et ça c'est cher, hein, ce qu'il a fait. Il y a toute une logique financière autour d'un certain postmodernisme qui se sert de la critique, non, de la critique du passé, et à mon avis, du bon passé, comme la bonne métaphysique. Il y a la bonne métaphysique et la mauvaise métaphysique. Et donc, je ne sais pas, à mon avis, c'est comme... oui, le geste du Duchamp. Je suis en train de faire un texte en ce moment, bon, je ne peux pas le dire, mais si on peut comparer un peu Duchamp avec Beckett. On peut par exemple imiter le style Balzac, mais si on imite le style Beckett, c'est au même de Derrida. Oui, j'essaie pas de l'imiter, c'est en prison. Il y a des termes, des idées que j'essaie de travailler, et comme il n'a pas travaillé sur Duchamp, je me suis dit, bon, il faut y aller sur des choses qu'il n'a pas, parce qu'il n'est pas mon maître quand même, peut-être en contre-maître. Et donc, je ne me sens pas très, très bien à penser que je suis un déconstructionniste à la lettre, ou avant la lettre, mais hors de la lettre, disons, hors du texte aussi, dans ce cas, dans l'image. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu le film No, le film chilien, qui passe actuellement? Je ne sais pas, je l'ai vu hier, donc c'est tout à fait par hasard. J'ai entendu parler. Et tout ce qu'on discute actuellement sur ces passages de sens des images et sur les invariants se trouve explicité dans un projet politique dans ce film, sur le fameux référendum de Pinochet, donc Pinochet a été obligé de mettre en scène.
et que vous avez à l'intérieur, donc ensuite, toute une bagarre aussi idéologique sur comment peut-on gagner quelque chose que tout le monde espère et qui est déjà là, mais qui est déjà perdu d'avance. Parce que c'est comme ça le point de départ. Et on part donc de la figure principale, c'est un publicitaire qui n'est pas politiquement engagé, qui est un peu neutre, et qui a quand même ses convictions. Et que vous avez là-dedans ensuite donc une espèce de superposition d'images entre ce qui relèverait donc d'une image, est-ce qu'on peut dire postmoderne? Je sais pas, postmoderne, avec des invariants. Et je pense à Warburg, évidemment, quand j'entends, parce que toute la campagne va être axée sur la joie. Représenter la joie. C'est là-dessus, le fil dramaturgique du film est construit. Et je trouve que c'est un très beau film politique, justement. Et les acteurs, c'est qui? Bernal. Oui, vous avez raison. C'est un réalisateur mexicain. Non, c'est un chinois. C'est un chinois. Un chinois. C'est un chinois. Vous pouvez écrire. Le film, moi je peux vous le donner tout de suite. Je regarde Ah, sur ouais, Internet. d'accord. Le film s'appelle No et passe toujours. J'ai entendu parler de ce film, mais je n'ai pas vu encore. Mais ça illustre tout notre débat, à mon sens. C'est un palelgon, toi. Bon. Oui, et on pourrait dire également en ce qui concerne la peinture, jusqu'à une époque récente, la peinture, il a été réservé, dévolu à la peinture, de produire des images. Ensuite, ce rôle de l'image a été confié à tout un tas de choses différentes. Bon, déjà, on a cité Baudelaire, mais justement, déjà lui-même s'aperçoit que le rôle de construire l'image a été dévolu à la photographie. La peinture a été dépouillée de son rôle d'image. Maintenant, on ne peut pas dire que le monde actuel est un monde sans images, il y en a beaucoup, mais toutes les images sont réservées à d'autres choses que la peinture, la vidéo, la télévision, la bande dessinée, etc. L'art proprement dit, enfin, si on identifie l'art en tant que tel, ou la production artistique, ou ce qui est considéré comme œuvre d'art, est précisément dépossédé de sa fonction d'image. C'est certain. Donc, alors, c'est pour ça que je disais que Buren est un exemple. Est-ce qu'il y a les colonnes de Buren, ça fournit bien, si l'on veut, une image, puisqu'on a vu une image photographique de ces colonnes de Buren, mais est-ce que l'on peut dire que c'est une production d'image? Oui. C'est ça le problème. Oui, c'est un peu le problème aussi. Oui, l'art conceptuel, c'est une art qui n'existe plus. Elle est sous l'effet de la documentation, des enregistrements, comme la performance, oui. Ce sont des nouvelles formes de représentation. Mais par exemple, Duchamp, sa pissotière de Duchamp, c'est pas une production d'image. On pourrait bien dire que ça donne une image. Un objet, oui, c'est une image. Malevich, c'est bien la destruction de l'image. Oui, c'est vrai. Mais c'est plus rien. Bon, il a fait quand même quelque chose que personne n'avait fait. Oui. Il a été le premier à créer une image non-image. Ce que j'appelle dans le livre, que j'essaie de travailler maintenant, qui s'appelle l'imagocentrisme. C'est une transférence, oui, j'essaie de travailler sur, il y a déjà 4 ou 5 années ou plus, sur l'idée de... J'ai parlé un jour à Derrida sur cette question, même à Adami plusieurs fois, sur la question de l'image, du centre de l'image, logos de l'image aussi. Est-ce qu'on peut parler de peinture comme d'une écriture d'image représentable, ou qui se laisse représenter
à travers les traces, à travers les figures, les forces, les formes, enfin les contenus, si vous voulez. Et bien sûr que cette question de l'image, c'est une question qui aujourd'hui... Mais bien sûr que le logocentrisme ne se fonde pas sur l'image. C'est vrai que le logocentrisme se fonde sur l'idée de l'entendement, pour être précis, pour dire n'importe quoi. C'est vrai que l'entendement, le logos, c'est quelque chose par rapport au langage plutôt qu'à l'image. Ouais. Même qu'on peut faire des trucages, et on fait des trucs entre langage, image, ce qui vient avant, ce qui vient après, etc. Mais le logos a même des composants rationnels, très intelligibles, même platoniques dans l'histoire de la philosophie, qui s'appliquent aussi à l'histoire de l'art. C'est intéressant, Platon, qui n'aimait pas les artistes, mais c'est en Platon très esthétisante, sa façon de parler. Non, Karl Reinhardt, l'historien allemand, il parlait de Platon dans ce cas, c'est-à-dire une philosophie c'est-à-dire un philosophe qui a aboli la dimension du philosophème pour introduire la notion du mathème, le géométrème, la notion de la géométrie, la notion au fond de l'idée pure, l'idée géométrique, une idée qui n'a pas un rapport avec le temps. Il n'y a pas des récits sur la temporalité des mathématiques, non, ils existent toujours, disons. Alors, la question de l'image, bon, c'est une question... Oui, eidolon, ça m'intéresse aussi la question de l'eidolon et de l'icône, c'est-à-dire les questions, ce qui est de l'idole, de la vénération, oui, c'est une question, on n'a pas eu le temps de parler de beaucoup de choses. Oui, il faut définir les termes, évidemment, parce que l'image, ça peut être tout ce qui se donne à voir. Rien n'échappe à l'image, pas plus un urinoir. On dirait Leibniz, c'est pas une image, c'est quelque chose qui se voit, c'est pas une image. Une image, c'est un double. Oui, ça fait. La double de Leibniz, c'est une image pure, comme on disait. Le double, c'est comme je suis ici et je vais prendre une bière. Soit l'idolo. C'est un pli. C'est ça. Ce n'est pas une solution, d'ailleurs, mais je réfléchis, c'est une association d'idées. Je prends par exemple, dans l'œuvre de Deleuze, j'ai été frappé du fait que on peut être frappé, en plus c'est pas uniquement moi, quand il utilise le mot image, il l'utilise à propos du cinéma. Il a utilisé à propos de la peinture logique de la sensation. Il n'a pas utilisé le mot d'image. Ce n'est pas, il n'est pas impossible d'utiliser le mot d'image lorsque on analyse des œuvres de Bacon, mais ce n'est pas dans la peinture. Donc, pour lui, l'essentiel, ce n'est pas la production d'une image. Tandis que dans le cinéma, il y a la production d'une image. Pour la peinture, c'est autre chose. C'est des choses qui intéressent le sensible, qui intéressent l'esthétisme au sens propre, qui est donc il travaille là-dessus, mais qui ne travaille pas spécifiquement sur l'image. C'est ce que je voulais dire simplement, que effectivement le mot d'image est équivoque, est ambigu lorsque l'on parle de l'image dans ce sens-là. Tandis qu'il devient clair lorsque l'on parle de l'image cinématographique, où le mot a plus de consistance et où effectivement, si le monde actuel est rempli d'images, ce n'est pas par rapport, je voulais dire uniquement ça, qui est un sujet de réflexion quand même, ce n'est pas par rapport à la création de l'œuvre d'art, ou ce qui est considéré comme l'œuvre d'art, dans le domaine pictural, c'est par rapport, encore une fois, à d'autres moyens de production d'images, comme photographie, cinéma, vidéo, etc., ou par l'intermédiaire de la bande dessinée qui peut être considérée, qui peut être promue au rang de création artistique, mais qui généralement n'est pas considérée comme appartenant à la forme
si l'on peut hiérarchiser, supérieure de création artistique. C'est-à-dire qu'un peintre ne va pas dire qu'il est peintre par la production de bande dessinée, mais par rapport à quelque chose d'autre. Donc il y a une différence là, malgré tout. Il y a quelque chose qui n'entre pas dans le même domaine. Donc on ne peut pas dire que le monde est un monde sans image, loin de là, mais que l'image a déserté, c'est-à-dire ou tout au moins que l'art, ce qu'on appelle art, qu'est-ce que c'est que l'art, ou ce qu'on considère comme étant la fonction esthétique par excellence, donc hiérarchisant supérieur, n'utilise plus l'image, pas plus qu'elle n'a utilisé à un certain moment. Maintenant, les choses varient bien évidemment. En musique, pas plus qu'elle n'a utilisé la mélodie et qu'elle s'est portée vers d'autres formes de recherche. Or là aussi, ça se porte vers d'autres formes de recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui. Oui, bon, c'est vrai que... Eh bien, les patients, on continuera cela, mais tu ne seras pas là avec Thierry, peut-être. Toi qui dois nous parler de la peinture. Comment ça s'appelle? C'est la plastique pure, moi. La peinture pure. La plastique pure, même, la plastique pure. Donc c'est le contraire. Mais Duchamp savait ce que c'était, hein. Il a rompu avec ça. Donc. Savoir, alors, oui, j'ai énoncé un ensemble de thèses sur la plastique pure. Et l'utilisation de la vie, d'ailleurs, dans l'anti-art. La notion de la vie a servi à l'anti-art pour rompre avec la peinture, assez fréquemment. Donc parce que à propos de plastique pure, pour finir, c'était la question qui se posait de l'intégration des colonnes Buren dans la cour du Palais Royal, puisqu'en fin de compte, certains ont émis comme ça une remarque peut-être classique ou formelle, mais on a surhaussé quand même le niveau de la cour. Et donc la façade de Contant d'Ivry, qui est un équilibre classique qui vaut ce qu'il vaut, enfin c'est quand même un équilibre plastique que n'importe qui reconnaîtrait, un cubiste, un impressionniste, un homme de la Renaissance, ça a été rompu puisqu'il a surélevé, la cour elle-même pour y placer des différences de hauteur de colonnes, ce qui fait que la façade de Contant d'Ivry est totalement déséquilibrée maintenant. Voilà, c'est un problème d'équilibre plastique qu'un certain art contemporain ne prend absolument plus en considération maintenant. L'ignore, tout en se réclamant d'un certain héritage formel et plastique. Tant plus qu'il n'y a pas de registre formel. C'était quand même un anti-peintre au départ. Le groupe auquel il appartenait, c'est une anti-peinture. Mais ce qui est caractéristique du néo-dadaïsme auquel Buren appartient dans les années 60, c'est-à-dire que même Klein, ils sont voulus peintres, même, c'est ce que je pointerai la prochaine fois, y compris les actionnistes. Bizarrement, ils ne sont pas voulus anti-peintres, à la différence des dadaïstes, à la différence de Duchamp. Ils sont voulus peintres, donc ils ont créé une continuité. Voilà, l'art d'environnement, c'est voulu dans la tradition de Pollock, ce qui est quand même surprenant. Il n'y a plus de rupture. Dans le néo-dadaïsme, il n'y a plus de rupture. Il faut interroger cette question elle-même. Nous sommes dans 15 jours, je crois que c'est toi qui précisément parle. Ça, c'est pas moi. Thierry. C'est moi qui interviens la prochaine fois. Oui, c'est ça. Donc c'est là, c'est Thierry Briot. Tu ne pourras pas être là, toi. Non, je serai déjà à Lisbonne. Tu ne viens pas toujours à Paris. Tu es venu exprès pour cette conférence. Oui, je vais faire d'autres choses, mais oui, j'ai profité de venir ici. Merci. Donc, c'est moi que je vous il est remercie. déjà moins de quart, presque. Il faut rentrer. Un stylo, je ne sais pas à qui Mais quand le est-ce stylo, que ça. le Portugal? Le prochain... Les gens pensent qu'il n'y a pas de métarécits, mais il y a des métarécits. Des métarécits, c'est-à-dire des grands narratifs sur l'histoire, avec enfants. Ouais. Par exemple, Marx, il faisait partie d'une certaine métanarrative, mais à mon avis, c'était une bonne métanarrative. Hitler aussi, il avait une métanarrative, mais le métarécit d'Hitler, bon, alors là, je refuse de parler d'une métanarrative, parce que c'est une narrative qui levait à la termination. Non. Il est métanarrative de Marx, c'est une narrative pour la libération d'une certaine façon, c'est une narrative qui allait essayer de voir où est l'homme, où est l'histoire, où est le progrès, etc., etc. Bien sûr qu'il y a des contradictions dialectiques dans l'histoire, mais
il y a quand même un rapport, comme disait Adorno, entre l'histoire, entre ce que fait Marx et ce que fait un dadaïste. Et disons que ce que fait un dadaïste est plus proche de Marx que plus proche d'Hitler. On peut le dire comme ça. Et alors dans ce cas-là, le siècle, si vous voulez l'appliquer aux catégories conceptuelles de l'histoire de l'art, alors là, je peux vous dire que, par exemple, le surréalisme, c'est déjà le moment moderne du dadaïsme. Vous voyez ? C'est-à-dire que le dadaïsme, c'est un geste qui ne s'inscrit pas dans un matériau, c'est un geste qui échappe, c'est un geste de vie, c'est un cri, le futurisme par exemple, et après vient le surréalisme. Le surréalisme, c'est déjà cristallisé, c'est déjà un moment culturel. Postmodernité, c'est pas la même chose que post-réalisme, ou que réalisme, ou surréalisme, à mon avis, ou expressionnisme. Postmodernité, c'est une catégorie esthétique, culturelle, du capitalisme, pour utiliser une expression. Le café Procope à Zurich, le café Voltaire, c'est 1907. Et donc, tous ces gestes-là, tous ces ismes, créer l'émotion ou le choc esthétique. Je ne sais pas pourquoi. Or, le surréalisme ne sait pas, à aucun moment, n'a éprouvé le besoin de s'appeler postmoderne. Donc, c'est pas tout à fait. Duchamp appartient, lui, on peut le placer parmi le postmoderne si l'on veut, puisqu'on l'a fait, bien que lui-même se soit placé historiquement dans la modernité, dans le surréalisme. Oui. Donc, c'est pas non plus en tant que postmoderne. Tu comprends pas pourquoi on a introduit cette idée de postmoderne. C'est une catégorie qui tient dans la continuité, si l'on veut, mais qui n'est pas non plus présente. Le point commun avec Baudelaire, peut-être. Dans ce mouvement. Le point commun avec Baudelaire pour la postmodernité au Rudimède, je crois que c'est aussi à l'occasion de l'exposition universelle ce que disait. Je disais, le surréalisme, si l'on le voit dans ses attendus, ses définitions, ses intentions, correspond tout à fait à ce que on vient de définir un petit peu comme étant postmoderne. Mais ils n'ont pas utilisé ce nom. Et le postmoderne ne s'est jamais classé lui-même à l'intérieur du surréalisme, puisqu'il a englobé des choses tout à fait différentes, si j'ai bien compris. Le moderne a drainé tout un tas d'idées qui ne sont pas particulièrement surréalistes, y compris chez Lyotard. Oui, mais si vous suivez la pensée de Lyotard, ce sont des idéologies représentatives qui essayent exactement de régler le système, mais une chose c'est le système, et autre chose, qu'on veut dire, c'est le thème. C'est quelque chose qui échappe au système, c'est quelque chose qui est flou. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des images posthumes qui font du surréalisme au post-surréalisme, au dadaïsme, qui apparaissent aujourd'hui. Et bien, quand nous rentrons dans les années 80, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons comme si les postmodernes avaient réinventé toute l'histoire de l'art. Et là, à ce niveau-là, je suis complètement contre. Alors qu'ils vont abolir les méta-récits, soit le marxisme, soit les... Oui, pour dire quoi? Pour mettre des petits récits, comme aujourd'hui nous vivons. Nous vivons une époque de petits récits. De petits récits financiers, de petits récits sans pensée, de petits récits complètement idéologiques, bien sûr. Mais il y a des méta-récits aujourd'hui, il y a toute une